Bonjour. Bonsoir. Ton nouveau livre est-il dans le coin? Oui, j'en ai un. Ah, t'en as un? Ah, je reviens. Est-ce que quelqu'un peut nous le trouver ou pas? C'est pas un gag. Merci, cher Jean-François, de venir. Génial. Ah bah merci. Merci. C'est la première fois que je le vois. Je l'ai vu en PDF. Tu nous viens de pas très loin là? Oui, j'arrive de Gordes où j'ai la chance d'avoir un restaurant dans la Bastide et j'aime bien rendre l'utile et l'agréable en même temps. Donc, côté agréable, c'était de venir vous retrouver ici et l'utile, c'était aller visiter mon restaurant. Quelques chiffres, Jean-François, pour te présenter. Ah, formidable, on en a deux. Voilà. Merci, Eric. 40 ans de cuisine, dont 20 ans de forte présence médiatique, on va dire. 2 étoiles au guide Michelin pour le grand restaurant. Ton vaisseau amiral, rue d'Aguesseau, dans le 8e arrondissement de Paris. On n'est pas très loin de l'église Saint-Augustin. 8 restaurants à Paris, je compte bien ou pas? 6. 6. 8 au total, mais 6. D'accord. Et 2 autres restaurants qui sont prévus dans le sud, courant 2024. Ah, décidément, je suis bien Non, informé. non, c'est pas ça, c'est que, effectivement, il y en aura un, qui est pas, voilà, qui est là, mais il y en aura pas les deux en tous les cas, et pas ceux qui étaient prévus. C'est la cuisine, on fait le marché, et puis le marché peut changer. Puis la cuisine, c'est une aventure en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la cuisine, je collectionne pas les restaurants, je collectionne les aventures de cuisine. Et c'est ça qui me motive. Je fais des livres pour ça en fait. Je fais pas des livres pour empiler des livres, c'est parce que j'ai quelque chose en moi qui résonne et j'ai envie de le dire. Et puis dans un restaurant, dans une cuisine, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors on va parler évidemment de ce nouveau livre, Zéro Gaspille, qui est sorti il y a quelques jours aux éditions Hachette Cuisine. Près de 50 recettes économiques et gourmandes. Et Dieu sait si l'anti-gaspi est au cœur de ton travail de chef et plus globalement du travail des chefs sur la scène gastronomique. Mais je voudrais d'abord commencer cette conférence par un petit exercice, si tu veux bien. Je transpire déjà. Ta biographie culinaire. On va retracer ton parcours en 10 dates clés et autant de photos. Je suis issu d'une famille, comme je pense, qui garnit la salle aujourd'hui. Mon grand-père travaillait à l'ancêtre de la SNCF, il travaillait à la PLM. Il avait été à la retraite à 50 ans, il était né avec le siècle. Et c'était pas un chasseur, mais c'était un pêcheur et c'était un ramasseur. Et c'était un jardinier. Et ma grand-mère, qui n'avait jamais travaillé, n'avait fait que élever ses 4 enfants, ce qui était déjà beaucoup de travail. Et elle nous faisait à manger admirablement bien. En tous les cas, c'est moi ce qui probablement m'a amené à la cuisine. Et elle avait ce tour de main de faire une île flottante. La vie a fait qu'elle est partie, qu'elle ne nous a pas transmis la recette. Et ce qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé ne pouvait pas fonctionner. J'avais commencé la cuisine, je lui ai demandé, mais elle ne savait plus la faire parce qu'elle est partie, elle n'avait plus sa tête. Et donc ça reste, moi, ma Madeleine de Proust, d'avoir cette île flottante que je ne remangerai jamais plus. Et ça a été quelque chose qui est resté en moi et où j'ai voulu m'y atteler parce que je ne pouvais pas me dire ce que j'avais vécu quand j'étais plus jeune. Elle me disait « Ah, c'est la dernière fois que je vous l'ai fait ». J'avais envie et j'y suis jamais arrivé. Mais vraiment, tout ce que je faisais était 100 fois même bien qu'elle. Et un jour, je me suis dit « Écoute, tu sais quoi, quitte à faire moins bien qu'elle, tu vas faire la tienne ». Et donc c'est devenu, après de multiples essais, changement de forme, j'en ai fait mon dessert signature que tous les clients mangent dans le restaurant gastronomique, qui est le blanc manger. Et c'est une île flottante, il y a 4 ingrédients dedans, il y a du sucre, il y a du lait, il y a des œufs, et il y a de la vanille, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qui me passionne dans la cuisine, c'est de chercher et de se dire qu'avec ce qu'on connaît, on peut en faire quelque chose à soi, quelque chose qui nous appartient, et pourtant qui va me donner un goût qui est assez différent pour moi. Ce qui est marrant dans cette photo, je pensais à ça parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être à côté, qui n'est pas là, et c'est l'histoire de la vie, donc vous avez compris que je suis né à Valence. À Valence, il y a une famille qui règne sur la gastronomie qui s'appelle la famille Pic.
je fais une petite aparté parce que j'ai dû envoyer 15 CV, ils m'ont jamais pris. Hein. On transmettra le message à Non mais je l'aurais déjà dit, ils sont déjà au courant. À cette époque-là, c'était pas l'époque d'aujourd'hui, pour entrer dans ces maisons-là, il fallait avoir une expérience que je ne pouvais pas avoir, parce que j'ai fait l'école hôtelière juste là. C'était mon rêve. J'ai fait ce métier-là parce que je mangeais bien chez moi, et une fois par an, mes parents ou mes grands-parents, avec une cagnotte, allaient manger chez Pic, et j'entendais, parce que j'avais pas le droit d'y aller, ou je ne pouvais pas y aller, j'entendais compter ce menu, ça me faisait rêver. Pourquoi je vous parle de Pic? Parce qu'en fait, juste à côté, alors là c'est une photo individuelle, il y avait le futur mari d'Anne-Sophie qui s'appelle David Sinapian, qui était dans la même classe que moi, où on a participé au cours élémentaire et au cours moyen. On a fait 3 ans ensemble. Après, nos vies se sont séparées, on s'est retrouvés quand il s'est marié à Anne-Sophie. Voilà. Et c'est l'histoire de la vie, et je trouve ça formidable. Voilà. Alors, sur la gauche, enfin sur votre gauche, c'est Michel Rochdy. Et cette personne-là, je considère comme mon mentor, c'est lui qui m'a transmis autre chose. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as parlé du mot saveur et savoir. C'est quelqu'un qui a une sensibilité folle, il s'appelle Bruno Cirino, il a un restaurant qui est à la Turbie, probablement d'Hostellerie Jérôme. C'est le cuisinier qui m'a le plus marqué par son approche de l'ingrédient, fan d'Alain Chapelle, donc un fou de produits, un fou d'ingrédients. Il est né en Italie, il a immigré avec ses parents en Alsace, et il a éprouvé dans sa carrière professionnelle tous les grands chefs qui formaient de façon traditionnelle, qui avaient ce savoir. Ça a fait de lui quelqu'un qui a su se débarrasser en fait de ce savoir pour avoir sa sensibilité et cette approche. Moi j'étais arrivé, on a établi une relation, et un jour il m'a dit viens. Et on est allé voir un arbre, on est allé voir un citronnier. Il me dit un citron, citronnier, ok. Il dit regarde ce qu'il y a autour. Il dit à côté, tu as vu, il y a un olivier. Regarde, il y a du fenouil sauvage qui pousse. Et en fait, pour lui, il a voulu reconstituer à l'instant T, dans cette tarte citron, une photographie d'un territoire, de ce que lui représentait ça. Et c'est sa façon de s'exprimer. Et ce qui en fait pour moi un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui s'exprime. Lui, il a choisi la cuisine pour s'exprimer, il le fait voilà, fabuleusement bien. C'est quelqu'un pour qui j'ai une amitié, un respect profond, et qui a changé ma vie de cuisinier. Michel Rochdy, c'est mon premier patron. Et c'est mon premier patron qui m'a fait comprendre que dans un restaurant, c'était une famille. La première fois que j'ai mis les pieds dans un restaurant de façon professionnelle, c'était à Gordes. C'était entre mes 2 formations. J'ai fait un CAP de cuisine, puis un CAP de pâtissier. Mais mon premier emploi, c'était chez lui. Et chez lui, c'était une famille, c'était une maison familiale. Cette image des restaurants comme on aime les voir, où on fait à manger à la famille. Il y avait toujours quelqu'un qui était destiné à faire à manger la famille. Et on était, pour ceux qui étaient dans la famille, on était considérés membres de la famille. C'était la restauration comme elle existait à cette époque. C'est quelqu'un qui m'a ouvert, en fait, qui m'a ouvert à la cuisine. C'était des restaurants qui étaient, un à Saint-Tropez, un à Courchevel, donc qui étaient plutôt dans des endroits qui étaient déjà, même si c'était fin des années 80, des endroits qui brillaient. Moi, j'ai eu des expériences incroyables. Vous savez, je le regarde maintenant de façon incroyable. Quand on était à Saint-Tropez, on fermait le restaurant pour aller faire à manger chez Eddie Barclay. On a fait la première nuit blanche là-bas, la soirée blanche. C'était une vision d'une cuisine. Lui, il vivait sa cuisine par rapport à ces endroits. Il ne vivait pas la cuisine comme Bruno. Bruno c'est l'artiste. Voilà, il est capable de ne pas dormir pour aller chercher les plus beaux petits pois. Ça fait 2 fois que je prends les petits pois, mais c'est peut-être mon légume préféré, c'est peut-être pour ça. Voilà. Donc c'est 2 personnes extrêmement importantes, sur 2 aspects différents. Un qui m'a appris à travailler ensemble, à ce qu'une maison fonctionne ensemble, et un qui m'a transmis une sensibilité, enfin pardon, où j'ai pas sa sensibilité, où j'ai vu quelqu'un d'une sensibilité extrême qui m'a ouvert d'autres horizons de cuisine. Retour, alors non pas à la case départ, ouais, mais retour quelques années en arrière, dans ce lieu précisément où tu as travaillé sous les ordres de Christian Constant. Vous reconnaissez peut-être les ors du Crillon. Et je disais parfois au revoir à des clients, il y en a un qui me tape sur le ventre et dit « mon petit gars,
ça fait 30 ans que je viens manger du filet de bœuf ici, tu veux plus me le faire? Je dis non, je ne peux plus vous le faire aux ambassadeurs, mais je peux vous le faire ailleurs. Donc j'ai vécu des moments assez difficiles, mais je pensais qu'en fait, le restaurant du Crillon devait être une façon de s'exprimer qui devait être différente de tout le reste. Donc évidemment, on a fait rentrer des choses qui paraissent totalement banales, la saisonnalité. Oui, on ne servait pas des fruits rouges toute l'année. Oui, on ne servait pas des asperges toute l'année. Donc toutes ces choses-là, les gens avaient l'habitude de leurs petites habitudes. Moi, je suis venu un petit peu les contrarier, donc il y a eu quelques difficultés. Je vais vous donner un exemple. Une semaine après l'ouverture, le président du groupe m'appelle. Famille Tétinger, on l'appelait président. Président, bonjour. Il me dit, on me dit que vous avez laissé entrer quelqu'un sans la cravate. J'ai 33 ans. Jean Tétinger, il en a 75. Quand il parle, je lui dis, écoutez, et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai cette réponse totalement débile. Je lui dis, vous m'avez embauché pour remplir le restaurant, pas pour le vider. Un blanc. Et je vais vous dire quelque chose parce que c'est pas secret, j'avais un objectif sur mon contrat, il fallait qu'en 2005 il y ait 2 étoiles. Minimum. Mission accomplie. Mission accomplie, il me dit, bah, remplissez vos objectifs. Je vous souhaite une bonne soirée. Je peux vous dire que je vais pas bien dormir. En 2 mots, qu'est-ce que tu gardes de Top Chef et cette expérience qui durera quelques années en qualité de membre du jury? Ça, je l'ai fait pendant 10 ans. C'est fabuleux. J'ai entendu dans ma famille dire si tu travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François. Alors vous pensez que ça peut être un discours. Je vous le jure sur ce qui est plus précieux. Ce qu'on peut rendre aujourd'hui à la télé, c'est qu'elle a popularisé, mais aussi qu'elle a anobli un métier qui était un métier de service, qui était un métier qui servait à faire manger aux autres. Je vous dis, j'étais cuisinier au Crillon, je n'ai jamais mis les pieds dans la salle avant d'être chef. Donc il y avait une infime partie des cuisiniers qui rayonnaient, pour une grosse partie qui n'existait pas. Je pense qu'on peut rendre un Top Chef d'avoir œuvré pour valoriser ce métier, et même si parfois aujourd'hui on peut reconnaître quelques difficultés, on est quand même 10 fois mieux placé que plein de métiers qui sont encore aujourd'hui assez dans l'ombre. Donc merci à la télé là-dessus. Moi j'ai vécu des moments fabuleux parce que les 2 premières saisons, on les a presque enchaînées en tournage tout de suite. Donc on avait des gens qui ne savaient pas ce qu'était la télé. Nous on ne savait pas, les candidats ne le savaient pas. Et on a vécu des moments fabuleux parce que quand on ne sait pas, quand on est candide et qu'on vit quelque chose, c'est toujours plus vrai. Après est arrivé même nous, mais même pour nous, parce que face à un média, il faut avoir une certaine précaution. Moi j'ai toujours pris ça comme un travail parce que j'ai toujours eu peur de me laisser emporter, de déraper, parce que et porter un jugement sur quelqu'un qui est jeune, il y a sa famille qui regarde, c'est une difficulté extrême. Et ça me terrorisait, donc à un moment donné, j'ai senti qu'il était nécessaire d'arrêter. J'arrivais pas à trouver de restaurant, je voulais un restaurant soit avec une cour, soit avec une verrière, et je tombe sur ce restaurant-là, et l'agent immobilier me dit, mais c'est pas pour toi, montre-le-moi. J'y suis allé, j'ai fait une offre, je l'ai acheté, et une fois qu'on a acheté un restaurant, il faut... qu'est-ce qu'on en fait en fait? On fait un restaurant comme tout le monde. Alors comme tout le monde, c'est prétentieux, pardon. On fait un restaurant comme on doit le faire, et j'avais pas envie de ça. Donc on a fait un restaurant où on rentre par la cuisine. Donc on a commencé les travaux, et un jour j'ai dit on arrête tout. Et on a inversé la salle et la cuisine. Une fois qu'on a... C'est un cheminement, hein, on cherche les assiettes qu'on va mettre dedans, les fournisseurs, la carte des vins, enfin, je vous raconte pas tout, et on l'appelle comment. Et moi, toute ma vie, quand je vous parlais de chez Pic, pour moi c'était le grand restaurant. Donc, avec mes parents, on va dans un grand restaurant. J'entendais, on est allé dans un grand restaurant. Et en discutant avec Olivier, elle me dit, mais tu serais capable de l'appeler le grand restaurant? On est en 2015, et là je me dis, 10 ans avant, non. Aujourd'hui, oui. Parce que ceux qui sont intelligents vont comprendre. On s'est un peu fait houspiller, mais ça c'est pas très grave. Et puis il y a le film qui va nous donner la dose d'humour nécessaire pour se dire qu'on va pas se prendre au sérieux. Donc, on l'appelait le grand restaurant. Et voilà. La seule chose où je peux avoir une contribution, c'est réfléchir à ça au lieu de ce qui part à la poubelle. Moi qui aime les livres, je regarde les livres que j'ai fait une petite liste, je me dis, il y a un livre de reste, mais il n'y a pas un livre de gaspillage.
Les livres de recettes existent dans la cuisine, ça a donné des recettes que vous connaissez tous. Le miroton, pas le miroton, c'est le plat du lendemain du pot-au-feu. Les tomates farcies, c'est aussi un plat du lendemain. Donc la cuisine du lendemain fait partie dans l'histoire de la cuisine française, mais pas le zéro gaspille. Alors oui, il y avait des traditions, par exemple, quand j'étais au Crillon avec M. Constant, quand on faisait un consommé, on le clarifiait avec les coquilles d'œufs, on ne mettait pas les blancs d'œufs. Donc il y avait déjà cette idée-là. Mais dans toutes les photos qu'on a vues, il y a la première fois où j'ai mis les pieds dans une cuisine, et c'est ça qui a été le déclic, j'ai travaillé chez Jacques Manière. Jacques Manière, c'est un grand cuisinier parisien qui... héros de la nouvelle cuisine. Exactement, inventeur ou initiateur de la cuisine vapeur, qui avait vendu ses restaurants parisiens, qui s'était mis à la retraite à Valence, et qui devait s'ennuyer, qui avait repris un restaurant qui s'appelait les Trois Canards. Quand j'ai dit à ma maman que je voulais être cuisinier, pour me dégoûter de ça, parce que je pense qu'elle ne souhaitait pas que je sois cuisinier, elle m'a envoyé faire un stage chez Jacques Manière. La première chose que j'ai fait, c'est une subrique de petits pois. La subrique, c'est un flan dans la cuisine traditionnelle, et on ne l'a pas fait avec des petits pois, on l'a fait avec des cosses de petits pois. Sauf que, si vous voulez, j'étais jeune cuisinier. Ouais. Sauf que quand je me mets à penser à ce livre-là, quand je vois ma façon de travailler, c'est simple, je me mets une feuille, un stylo, et dès que j'ai une idée, je note. Voilà, tac, 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 je me mets à noter. Et en éprouvant ça, je me dis, mais attends, ça existe dans la cuisine, cause de petits pois. Alors évidemment, j'ai pas voulu faire un livre d'épluchure, de fans, alors j'en ai mis, j'ai mis 150 recettes, sauf que je trouvais que ce qui devait être cohérent, c'était le contenu et le contenant. Donc j'ai demandé que ce soit du papier recyclé, et j'ai demandé à l'éditeur moins de 20 €. Donc, évidemment, ils l'ont fait à 19, je sais pas, 80, parce qu'au plus proche, c'est pas 19,99, mais... 19,95. Ouais, voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, c'est le seul livre que j'ai écrit. Il n'y a pas d'introduction, parce que je dis on s'en fout, on va mettre des recettes le maximum. Ils ont mis près de 50, il y a 46 recettes. J'en ai fait 150, il y en a plein qu'on utilise et qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec des verres de poireaux que je n'ai pas utilisés. Mais j'ai essayé d'équilibrer, comme si je faisais la carte d'un restaurant, de mettre des recettes qui peuvent être intéressantes à travers différents ingrédients. Et puis des recettes que j'ai découvertes, parce que quand je me suis mis à regarder l'élément qui était le plus gaspillé dans les ménages, il y a un sondage qui est paru, c'est le pain. Donc j'ai fait une grosse partie de pain. Donc le pain, je n'allais pas faire un pain perdu parce qu'on n'a pas besoin de moi, mais je me suis pris le parti de faire une farine de pain. Le pain, une fois qu'il est sec, si on le mixe longtemps dans un mixeur, ça fait une farine. Et je peux vous dire que ça fait des préparations qui sont folles. Les crêpes, c'est un peu compliqué à faire parce que la farine, elle se réhydrate, donc elle devient un peu épaisse, mais ça a un goût de fou. Les sablés, c'est un truc de fou. Ils sont délicieux. Parce que vu qu'on a déjà travaillé le pain, déjà qu'il y a une fermentation, la farine, ça n'a pas de goût. Le pain, ça a du goût. Donc quand vous équilibrez la recette avec ça, ça vous donne des sablés qui ont un goût qui est incroyable. Donc je me suis même... Enfin, je me suis étonné, oui. Comme ça, j'ai pas besoin des autres, je l'ai fait tout seul. Le pain est, de surcroît, la première victime du gaspillage alimentaire. C'est fou ce qu'on jette comme pain, qu'on garde, qui durcit, surtout quand il s'agit de... Et puis on ne sait pas quoi en faire, en fait, on ne sait pas quoi en faire. Là, on le garde, on le fait sécher, on le mixe, on le met dans une boîte, et on le fait quand on a le temps. C'est aussi comme ça que quand moi j'achète des citrons à la maison, je vois le nombre de citrons que je jette. En fait, on prend le jus, on jette tout le reste. On les met au congélateur, quand on en a suffisamment, on les fait confire, on les met dans un pot, ça peut se garder assez longtemps, on peut en faire des crèmes, on peut en faire ce qu'on veut, mais ne serait-ce qu'un morceau de citron confit au moment du café. Tout simplement. Un autre exemple, une recette que j'ai trouvée très astucieuse, la tortilla. Oui. La tortilla, comme je fais à manger mes enfants... Alors on ne parle pas de la galette de maïs mexicaine, mais de l'omelette espagnole. L'omelette espagnole. Moi, si je fais des frites à la maison ou des pommes de terre, je ne les épluche pas. Sauf que je n'ai pas le droit de le faire à mes enfants parce qu'ils les enlèvent. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'épluche les pommes de terre chez moi. Et je me suis dit, mais on ne va pas les jeter. Donc eux, ils mangent les frites et moi, je mange les pots de pommes de terre. Donc on les a fait frire et c'est absolument délicieux. Ce qui même amène à réfléchir, je ne l'ai pas mis dedans parce que quand on cuit des pommes de terre à l'eau, quand on les passe au presse-purée, moi je ne les épluche pas, je les coupe juste en deux.
Vous prenez un presse-purée, celui qui presse, hein, pas ce qu'on appelle la niçoise. Vous mettez la pomme de terre coupée au fond du presse-purée, vous écrasez, la peau reste là, ça fait une galette, vous l'enlevez, vous le mettez sur une plaque, du beurre et au four. C'est un truc de fou, on dirait une pomme miette. La pomme miette, c'est une pomme dans la cuisine française qui est la pomme du lendemain. Quand on a des pommes de terre cuites, on les écrase, on les fait sauter au beurre, ça s'appelle la pomme miette. Et là, ça fait des galettes de pommes miettes, c'est délicieux. Voilà, cette question. On va demander à Alix.